Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Gérard Depré. Bonjour. Vous êtes député européen pour le mouvement réformateur. La très grosse performance du Front National en France, elle vous surprend ou elle était attendue? Ne me surprendre pas totalement, mais son ampleur est surprenante. On sentait bien que dans quelques régions, le Front National allait faire une véritable percée. Mais faire une percée dans des régions qui jusqu'à présent étaient relativement allergiques au Front National, ça c'est vraiment la nouveauté de ce scrutin. En tête dans 6 régions sur 13, oui. Premier parti au niveau national. Qu'est-ce qui explique tout ça? C'est le traumatisme des attentats de Paris ou c'est plus compliqué que ça? Non, pas uniquement. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que très objectivement, si vous regardez pour les classes populaires, la situation est extraordinairement difficile. La désindustrialisation dans certaines régions a créé beaucoup de chômage, de difficultés de reconversion. Donc, d'une manière générale, les milieux populaires sont à la recherche d'une sécurité que le système politique ne leur donne plus. Donc ce sont des facteurs économiques et sociaux. Ce sont des facteurs économiques et sociaux. Et vous le voyez bien dans les régions dans lesquelles la pénétration du Front National est maximale. Deux, il faut avoir le courage de le reconnaître, même si c'est difficile. La campagne du Front National a été une campagne anti-immigrés. Et pour l'instant, quand vous voyez le nombre d'immigrés qui ont envie d'entrer sur le territoire européen, dans un certain nombre de milieux déjà fragilisés par la crise économique, ça apparaît comme étant un risque et une menace considérable. Et troisièmement, il y a eu les attentats de Paris et les mesures exceptionnelles qui ont été prises par le gouvernement français, qui ont donné un avantage au parti qui apparaît comme étant le plus sécuritaire, parce qu'il voudrait attaquer le problème à la racine. Gérard Depré, donc la pression migratoire avec notamment les réfugiés, même s'ils ne sont pas très nombreux, mais l'image que ça donne, les difficultés socio-économiques, tout ça on connaît également en Belgique. Pourquoi est-ce qu'on est à l'abri en Belgique? On n'est pas à l'abri en Belgique d'une montée des extrêmes, de l'extrême droite en particulier? De l'extrême droite, je ne dirais pas, parce que pour avoir une montée de l'extrême droite, il ne suffit pas d'avoir une situation compliquée, si vous voulez, difficile à supporter pour les gens. Il faut avoir un projet national. C'est bleu marine, c'est les couleurs du drapeau français en permanence. En Belgique, vous n'avez pas cette espèce de nationalisme, puisque... Donc on est un peu immunisé. On est un peu immunisé par fragmentation, si vous voulez. Ouais. Parce que le concept d'État est beaucoup plus incertain en Belgique qu'il ne l'est en France. Alors, on a ce qu'on appelle le Front républicain en France. Donc, c'est l'appel des partis à se désister en faveur d'un concurrent politique pour faire barrage à un mouvement qui est considéré comme antidémocratique. Il faut l'appliquer ou il ne faut pas l'appliquer dans la situation actuelle? Eh bien, figurez-vous que je ne suis pas un partisan de cela, pour deux raisons. La première, c'est qu'une partie importante de l'action de Marine Le Pen, c'est de dire « mais… PS et les Républicains, c'est la même chose. Regardez ces gens-là, il n'y a pas de différence entre eux. Donc, le Front National apparaît comme étant l'alternative par rapport aux deux autres grands partis. C'est le premier élément. Deuxième élément, supposez qu'il y a un Front républicain dans deux grandes régions et que Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre du Front National gagne. Quel est le résultat? Il n'y a plus qu'une seule couleur d'opposant. Voilà. Ouais. Donc vous êtes favorable à la position de Nicolas Sarkozy qui a dit qu'il ne se fait pas de Front C'est pas parce que c'est la position de Nicolas Sarkozy. Je pose cette question parce que ça divise à droite et que notamment Alain Juppé, il est plutôt favorable au Front républicain. Oui, ce n'est pas seulement la position de Nicolas Sarkozy, c'est aussi la position de François Bayrou. Ma position est de dire que le troisième parti qui est arrivé en troisième position, que ce parti-là se retire de manière telle qu'il y ait soit les socialistes contre le Front National, soit les Républicains contre le Front National, mais qu'on ne disperse pas les voix entre trois formations politiques. Ouais. Si ça se passait en Belgique, vous feriez quoi? Imaginez, on a un mouvement d'extrême droite, il arrive en tête, est-ce que le MR se désiste en faveur du PS et le PS en faveur du MR, ou est-ce qu'il ne faut pas de ça et on maintient les trois formations? Je ferai la même chose que ce que je viens d'indiquer maintenant, donc... il faudrait simplement avoir d'un côté le Front National contre une autre formation politique qui peut capter les voix qui ne souhaitent pas que le Front National arrive au pouvoir. Donc il faut se désister et favoriser les démocrates contre l'extrême droite. Absolument. Alors c'est quelque chose qui secoue quand même l'ensemble de l'Union européenne, ce vote, même s'il faudra attendre le second tour dimanche prochain pour voir la réalité de l'ampleur du vote français. Est-ce que ce qui s'est passé avec les attentats de Paris a changé votre vision de l'Union européenne et du projet européen? Vous qui êtes député européen. Oui, pour moi, non. En ce sens que je ne remets pas en cause le projet européen. Mais je suis bien obligé de constater que pour un certain nombre de personnes, ça remet en cause le projet européen.
sous deux angles. Le premier angle, ils ont le sentiment que les frontières extérieures de l'Union européenne sont une passoire, et donc on ne peut pas continuer comme ça. Et deux, ils ont l'impression que la coopération policière qui doit fonctionner entre les différents États ne fonctionne pas correctement. Donc vous avez, chez un certain nombre de gens, ce que j'appelle une véritable régression nationaliste. Les gens pensent que leur État, à l'intérieur de frontières fermées, les protégerait mieux que le système actuel ne les protège. Ouais, donc cette pensée-là, elle existe en France, notamment avec le vote du Front National, elle existe aussi en Belgique. Oui, en partie. Comment est-ce qu'on la contrecarre? Mais vous la contrecarrez par des mesures, par des mesures très précises. Ouais. Et on a beaucoup d'instruments en Europe, mais on ne les utilise pas bien. Par exemple, pour le contrôle des frontières extérieures, il y a un système informatique qu'on appelle le système d'information Schengen, qui fait que toute personne qui théoriquement est recherchée ou a commis un délit, elle peut être identifiée au moment où elle veut passer la frontière. Le problème, c'est qu'on a vu que les États membres ne l'alimentaient pas et les parfois informations. Ne l'utilisaient pas. Et donc vous devez rendre obligatoire la communication de l'information et vous devez rendre obligatoire la consultation de ce système, y compris pour les ressortissants européens qui franchissent la frontière extérieure. Alors on va y revenir. Il y a eu beaucoup de critiques sur la manière dont la menace terroriste a été gérée pendant une quinzaine de jours à Bruxelles. Est-ce que ces mesures, avec 15 jours de recul, elles vous paraissaient justifiées ou est-ce qu'elles ont été excessives? Non, je pense qu'elles étaient totalement justifiées. Ouais. Sur base des informations discrètes que j'ai pu obtenir, les services de sécurité avaient la certitude qu'on était devant une menace précise et imminente. Donc c'est la fameuse expression du niveau 4 d'alerte. Et donc le dispositif qui a été mis en place était un dispositif de telle nature qu'il soit dissuasif avant le passage à l'acte. Même si on a fermé le métro, fermé les écoles, ça a un gros impact économique. C'est ça qu'il fallait fermer à ce moment-là, parce qu'on était devant un risque de tuerie de masse qui pouvait se produire dans le métro, dans les galeries commerçantes ou dans les établissements scolaires. Ça a duré plus de 4 jours. Oui. Ça a un impact fort sur l'économie bruxelloise, l'ORECA, le tourisme, l'hôtellerie. Oui. Imaginez quel aurait été l'impact d'un attentat de 130 morts. Donc il fallait faire ça. C'est la réponse à la question. Ouais. Quand Laurette Koninx parle de psychose, elle exagère? Non, écoutez, je trouve que Laurette Koninx, pour l'instant, elle dépasse les limites. Lorsqu'elle critique le gouvernement en disant sa communication est nulle, moi, j'ai jamais trouvé qu'elle était très bonne communicante, donc j'attache peu d'importance à ce que dit Mme Koninx. Alors, vous êtes député européen, il y a un débat au Parlement européen, il y a un accord qui vient d'être fait en faveur du passager name record, ce qu'on appelle le PNR. En français, c'est l'échange d'informations sur les passagers qui s'enregistrent pour un vol, y compris un vol à l'intérieur de l'Union européenne. Pourquoi il fallait le faire? Ça va nous protéger de quoi, en fait? Il faut le faire parce que vous allez avoir un problème considérable devant lequel nous nous trouvons maintenant. C'est qu'un certain nombre de terroristes qui sont partis combattre en Syrie vont rentrer. Et donc, comme on les connaît, mais si on n'a pas un PNR, c'est-à-dire si on n'enregistre pas les données de tous les passagers qui vont prendre l'avion en Turquie pour rentrer à Berlin, à Bruxelles, à Paris, à Amsterdam ou ailleurs, on ne saura pas qu'ils sont rentrés. Mais il suffit d'un faux passeport pour contourner ce système. Oui, mais on a un certain nombre d'informations sur eux, on a des photos, les services de sécurité ne sont pas nuls. Et si on avait des cartes d'identité biométriques, c'est-à-dire avec les empreintes digitales. C'est encore un progrès technique qu'on doit faire pour contrôler nos frontières extérieures. On peut les repérer, parce qu'ils seraient dans la banque de données. Et donc ça, l'Europe va faire ça. Le Parlement européen, qui a parfois été un peu frileux sur les questions de sécurité. Le Parlement européen a été frileux, mais je suis en faveur du PNR européen. Je regrette que celui qui a été approuvé entre les ministres et la délégation du Parlement européen n'aille pas aussi loin que c'eût été souhaitable, mais je le soutiendrai parce que c'est un progrès. Oui, on va garder ces données pendant 6 mois. Pas uniquement. Il y avait une divergence d'appréciation entre ceux qui voulaient qu'on les garde non masqués, ça veut dire avec tous les éléments d'identité, pendant 12 mois ou pendant 6 mois. L'accord qui est intervenu dit non masqués pendant 6 mois et 4 ans et demi, de manière telle qu'on puisse les réactiver si c'est nécessaire. Est-ce que ça nous protège réellement de nouveaux attentats fomentés par l'État islamique? Il n'y a aucune protection à 100% contre... Vous venez de le voir aux États-Unis maintenant, un couple qui s'est armé pendant 1 an ou 2 ans, on ne sait pas très bien quoi, et qui décide d'aller faire un massacre. Donc ce qui est important là-dedans, c'est le renseignement, ça veut dire l'efficacité des services de police pour la détection et le suivi de tous ceux qui sont... Alors dans un communiqué il y a 15 jours, vous appeliez à la réalisation d'une Europe du renseignement, avec Marielle de Sarney, qui est une eurodéputée française. C'est un vœu pieux?
Mais ça a une chance de voir le jour un jour? Oui, il y a un côté un peu pieux, parce que pour l'instant, le renseignement n'appartient pas aux compétences de l'Union européenne. Ouais. Donc il faut modifier les traités pour que ce soit possible. Les États sont très jaloux de cette prérogative. Et les États sont très jaloux de leurs prérogatives, ce qui veut dire que pour l'instant, ce que je propose de faire au maximum, c'est le renforcement de toutes les modalités de la coopération policière, notamment en obligeant les États membres à transmettre les informations qui concernent toutes les personnes suspectées. Mais vous savez bien que les services de renseignement, notamment dans la relation qu'ils ont éventuellement avec leurs informateurs, ils doivent protéger leurs renseignements. Ils ne les partagent pas avec n'importe qui. Ça va être compliqué. Mais si les Belges et si les Français avaient pris plus au sérieux les informations qu'ils avaient les uns et les autres, lorsque, par exemple, Abdeslam a traversé la frontière, il aurait pu être intercepté. Il faut prendre les informations au sérieux. Et il faut les communiquer avant pour qu'elles puissent être utilisées. Est-ce que ce qu'on vient de vivre, c'est la fin de l'espace Schengen? Non. Non, on va garder la libre circulation entre les pays signataires de cet accord-là? Oui, on va garder la libre circulation, mais avec des éléments nouveaux, notamment les passagers européens, lorsqu'ils franchiront les frontières extérieures pour rentrer dans l'Union européenne ou pour sortir, maintenant, il faudra que ça soit un contrôle systématique. Parce que si on ne fait pas un contrôle systématique, n'importe quel terroriste peut franchir la frontière. Il faut aussi que pour tous les immigrés qui entrent maintenant, les réfugiés, pardon, pas les immigrés, qui viennent par le canal de la Grèce ou par le canal de l'Italie, il faut prendre leurs empreintes digitales et il faut les mettre dans un système. Parce que s'il y a des terroristes dedans, il faut qu'ils soient recensés, qu'ils puissent être identifiés. Est-ce qu'on n'est pas en train de reculer sur l'Europe des libertés, celle du libre-échange, celle qui permettait de voyager d'un État membre à l'autre? Mais je propose de pouvoir voyager librement d'un État à l'autre. Je ne demande pas le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'Union. L'espace Schengen. Il y a beaucoup d'hommes politiques concerne que l'intérieur ou de citoyens qui l'ont suggéré ces dernières semaines. C'est réaliste ou pas? Ah oui, mais qu'ils aillent maintenant en France, comme moi je le fais en allant à Strasbourg. Ils veulent perdre 1 heure pour aller à la frontière française, et demain ils perdront 1 heure pour entrer au Grand-Duché de Luxembourg, et puis 1 heure pour entrer en France. Et s'ils veulent aller en Allemagne, ils perdront encore. C'est absurde. Donc on doit garder Schengen. On doit garder Schengen. Mais on doit mieux contrôler à l'extérieur. Mais on doit et à l'entrée de Schengen. beaucoup mieux à l'extérieur, beaucoup plus à l'extérieur. Et on doit aussi avoir davantage d'informations, notamment pour les cartes d'identité. Il faut aller vers des cartes d'identité biométriques pour être sûr que celui qui a une fausse carte d'identité, quand il donne ses empreintes digitales, on voit bien que ce n'est pas lui. Alors, je voudrais vous interroger, il nous reste 2 minutes, sur l'état de la Belgique d'aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours une Belgique fédérale ou est-ce que c'est fini? C'est une Belgique fédérale, c'est celle que nous avons toujours voulu faire, qui connaît à un certain moment des difficultés d'ajustement. Ça ne met pas en cause la Belgique fédérale. Ce qui est en cause dans les affaires qu'on vient de vivre maintenant, et notamment en matière d'énergie, le burden sharing... Oui, je faisais effectivement référence à ça et à l'accord sur le climat. Est-ce que c'est pas déjà le signe d'une Belgique confédérale, Gérard Deprez? Non, c'est parce que les compétences ont été réparties d'une manière telle qu'il y a un petit paquet qui est ici, un petit paquet qui est là, avec un ministre là, et donc ils doivent nécessairement... L'idéal serait d'avoir des blocs de compétences qui seraient beaucoup plus homogènes. Ce qui est fédéral est fédéral, ce qui est régional est régional, pour diminuer au maximum les zones d'interférence et de conflit. Je reviens sur mon exemple du climat. On a bien vu qu'on a eu par 2 reprises un accord sur le climat qui a été recalé par le gouvernement flamand et que le gouvernement fédéral était en position spectateur et qu'il ne pouvait rien faire. C'est pas le signe d'un État qui est déjà confédéral? Non, j'ai toujours dit qu'il y a un élément important dans le fédéralisme belge, c'est la volonté de coopération. Si vous n'avez pas la volonté de coopération, le système, évidemment, va glisser vers le confédéralisme. Cette volonté de coopération, elle existe aujourd'hui? Et cette volonté de coopération existe aujourd'hui, mais pas avec la même intensité dans le chef de tous les politiques qui doivent la pratiquer. C'est un euphémisme pour dire qu'avec la NVA, c'est plus compliqué qu'avec d'autres? Oui. C'est ça que vous vouliez dire? Ce n'est pas un euphémisme, c'est exactement ce que j'ai dit. Est-ce que ça veut dire que, malgré tout, Charles Michel et le mouvement réformateur dont vous faites partie ont eu raison d'aller au gouvernement fédéral avec la NVA de Bart De Wever? Oui, sinon il n'y aurait pas eu de gouvernement. Ou bien il aurait fallu repasser par une période de crise de 500 jours ou de 600 jours. C'est insupportable. Moi, je ne suis pas un ami de la NVA. J'ai toujours combattu la NVA et le nationalisme, qu'il soit francophone ou qu'il soit flamand. Ici, il se fait qu'il est flamand et donc je le combats. Mais c'est difficile de combattre quelqu'un quand on est son allié dans une majorité. Mais je le combats en ce sens que j'essaie de m'opposer à certaines de ses idées. C'est ce qu'on a fait aussi pendant la négociation pour le programme de ce gouvernement ou le programme du gouvernement d'avant. On n'a pas cédé à toutes les demandes de la NVA. Et d'ailleurs, ceux qui annonçaient l'apocalypse
pour la formation de ce gouvernement en disant, vous voyez, les francophones, ils vont se faire laminer, ils vont être écrabouillés par la pression flamande. Bah, que Mme Moncolix me dise où les francophones sont écrabouillés, qu'elle me donne un dossier. Où? L'énergie? Lequel? Donc Elle n'en a pas un. pour l'instant, on résiste. Bien sûr. Merci Gérard Depré d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne.